Bienvenue sur notre série Un auteur, un ouvrage, un regard sur le travail. Une émission proposée en partenariat avec les éditions Octares. Je suis Benoît Zittel, ergonome et consultant en organisation du travail et je vais m'entretenir aujourd'hui avec Thomas Bonnet, docteur en sociologie de l'Université de Lyon et de son ouvrage La régulation sociale du risque émotionnel au travail aux éditions Octares. Bonjour Thomas, j'ai été très enchanté de faire ta connaissance et je suis ravi de t'accueillir sur cette première émission. Alors, pour commencer, raconte-nous l'histoire de ce livre. Qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans cette aventure ? Alors bonjour Benoît, bonjour tout le monde. Cette aventure, donc cet ouvrage-là qui paraît cette année en 2020, commence en 2010. En 2010, quand je débute ma thèse, en fait, c'est un ouvrage issu d'une recherche doctorale, donc en sociologie du travail et des organisations, faite à Lyon, à Toulouse 2, au CERTOP, sous la direction de Jens Thomas et Normand Fillon. Et en fait, ce qui m'amène à travailler sur les émotions, alors c'est un concours de circonstances, en fait. On peut au moins évoquer trois choses. La première chose, comme en fait, l'ouvrage débute là-dessus, c'est une expérience personnelle pénible, vécue alors que j'accompagne une amie au commissariat pour faire un dépôt de plainte suite à une agression sexuelle avec arme. Et ce dépôt de plainte se passe très mal, non seulement parce que mon amie avait demandé à être auditionnée par une femme et c'est un homme qui l'auditionne, et puis parce que en fait l'audition est relativement violente. Elle est perçue en tout cas comme ça par mon amie et par moi-même. Et pour preuve, en fait, en sortant du commissariat, elle a le sentiment que vraiment, elle s'est infligée une épreuve supplémentaire et elle regrette d'être venue déposer plainte. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé et je me suis dit, mais il y a un raté émotionnel là qui s'est passé dans cette interaction. Mais alors c'est très singulier et très personnel, j'en conviens tout à fait. La deuxième chose, c'est le fait que j'avais un ami qui est croque-mort, qui est travailleur dans le funéraire, agent mortuaire, et qui nous racontait régulièrement en fait son travail quand il allait ramasser des cadavres, quand il allait ramasser des personnes décédées sur la voie publique ou qu'on retrouvait dans des appartements, ce qu'on appelle des réquisitions de police, dont le livre traite. Et il nous racontait ça en fait d'une manière assez distanciée et je m'interrogeais aussi sur le rôle de ses émotions dans son travail, en fait, comment il parvenait à faire, est-ce que c'était purement individuel, est-ce que c'était également collectif, est-ce que c'était culturel, est-ce que tous ses collègues envisageaient les choses comme ça. Bon, donc les émotions étaient très présentes avant de faire cette thèse-là, donc ça c'est en 2008-2009, mettons. Et en fait, donc je propose un sujet de master, c'est un master 2, donc je fais un projet de thèse en fait, et sur les émotions au travail. Et les émotions au travail, il s'avère que elles ont un peu le vent en poupe à ce moment-là aussi, et que mes encadrants m'encouragent à travailler cette question-là, et j'obtiens l'allocation de recherche qui me permet de débuter cette thèse. Mais du coup, est-ce que tu t'es intéressé par la question des émotions avant ces événements-là, ou c'est vraiment quelque chose qui t'a dit j'ai été confronté à ça? Donc je vais fouiller un peu plus et essayer d'en tirer un projet de recherche. Ouais, c'est pas évident là rétrospectivement de savoir si j'étais totalement dénué d'intérêt pour les émotions au travail avant. Je pense pas, je pense qu'il y avait quand même une certaine sensibilité pour cela à travers les cours que j'avais pu avoir, par exemple, voilà, on m'avait appris, on m'avait transmis Norbert Elias, Goffman, des auteurs qui traitent, si tu veux, de la vie affective, et donc je pense que j'ai peut-être développé une sensibilité à ça, mais c'est vrai que c'est ces événements-là, en tout cas, qui t'ont amené à les fouiller. Exact, et vraiment à me questionner et à me dire, mais il y a peut-être une recherche à faire. Et ce faisant, en fait, en élaborant ce projet de recherche, je me suis rendu compte que effectivement, il y avait des questions à mener. Des réponses à apporter à ces questions posées. Parce que c'est vrai que derrière la question des émotions, et c'est ce dont on va parler un peu plus tard, il y a aussi cette notion de risque psychosocial. Oui. Et aujourd'hui, moi en tant qu'intervenant, il est rare qu'on vienne nous chercher sur cette question de l'émotion, et on vient nous chercher systématiquement sur du RPS. Oui. Et c'est vrai que moi, quand on en avait parlé là, avec les éditions Octares sur quel choix de livre, par quoi commencer notre série, un auteur, un ouvrage, un regard, c'est de suite apparu comme évident. Bon, ok, la question du risque émotionnel est un enjeu aujourd'hui parce que il vient chercher autre chose et qu'on n'a pas forcément
nature à aller chercher dans l'entreprise ou à aller questionner. Oui. Donc du coup, j'ouvre là-dessus, mais comment se construit ton ouvrage finalement? Je sais qu'il y a 3 parties, mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu le cadre théorique sur lequel il se construit? Oui, bien sûr. Donc effectivement, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur les 3 parties durant cet échange. Mais tu abordes la question des RPS et effectivement, le bouquin ouvre en fait par un chapitre théorique, on pourrait dire, qui pose la question de est-ce que le risque émotionnel en fait est une thématique du mal-être au travail? L'objet de ce chapitre-là est effectivement d'essayer de situer en fait cette notion, cette notion que je n'invente pas. Le risque émotionnel existe avant que je l'utilise. La notion existe, mais elle n'est jamais définie. Elle n'est jamais définie. Elle est employée, elle est définie scientifiquement, j'entends. Oui, c'est-à-dire que moi, quand j'ai fait ma recherche, j'ai fait des recherches pour savoir si cette notion était utilisée dans la littérature francophone essentiellement, et du coup, comment ça pouvait être utilisé. Il s'avère qu'en fait, c'est surtout le milieu médical et obstétrical qui utilise cette notion de risque émotionnel. En fait, c'est le rapport des parents au futur enfant qui peut induire un risque émotionnel, c'est-à-dire notamment une absence en fait d'émotion et d'amour vis-à-vis de l'enfant à naître. La pédiatrie également utilise beaucoup cela et les sciences humaines, eh bien, nettement moins. Donc, et quand c'est utilisé, le risque émotionnel en fait n'est jamais vraiment défini. Donc c'était quand même un petit peu problématique et j'espère qu'on reviendra sur justement la notion elle-même, ce qu'elle porte, risque émotionnel. Oui, est-ce qu'il s'agit exclusivement d'associer les émotions à un risque? Pas du tout. L'idée, c'est pas de dire que les émotions sont foncièrement négatives et qu'il faut les condamner dans le travail parce que ça ne constitue qu'un risque. Non. Ça, on y reviendra. Mais je voudrais revenir juste sur les RPS, la dimension des RPS que tu abordes, parce que c'est très important. Donc, ce premier chapitre de l'ouvrage, en fait, termine sur la question des RPS, c'est-à-dire que j'essaie de balayer l'histoire de la santé mentale au travail, en montrant les liens avec le stress, le burn-out, la souffrance au travail, la question du harcèlement moral dans l'entreprise. Et puis, au final, les RPS, qui me semble être quand même une notion qui... Je m'associe à beaucoup de critiques qui sont faites sur les RPS, qui est une notion très fourre-tout, très englobante, quelquefois très psychologisante également. Mais cela dit, je pense qu'elle a quand même le mérite. Elle a quand même le mérite de poser en fait la question du statut juridique du mal-être au travail. Qu'est-ce qu'on fait concrètement du mal-être au travail? Comment on peut s'en saisir et saisir la loi? Disons que oui, les RPS, malgré tout, sont on va dire les facteurs qui ont permis d'intégrer cette notion psychologique dans la prévention des risques professionnels. Et on a vu émerger avec à la base le stress, mais du coup, il y a une dimension légale qui impose les entreprises d'y aller. Et je pense que c'est uniquement pour ça que ça a pris une telle ampleur. Après, je partage complètement sur l'idée fourre-tout de la question du RPS et surtout de la diversité des champs d'intervention autour du RPS. C'est qu'il y en a certains qui vont être juste sur des bases de questionnaires, d'autres ils vont aller sur une approche un peu qualitative, d'autres on va être sur d'une approche purement comportementaliste, c'est-à-dire comment vous devez être bien dans votre travail sans forcément interroger l'organisation. Donc c'est important, moi je partage ton idée soyons vigilants sur ce qui est porté par la question des RPS et allons fouiller autre chose. Absolument, absolument. On peut utiliser la question des RPS, mais alors on l'a définie déjà, on l'a redéfinie. On peut utiliser les apports du collège d'expertise dirigé par Golac. C'est tout à fait pertinent. La revue de littérature qu'ils font est impressionnante. Mais ça ne nous empêche pas non plus de critiquer, de redéfinir les choses. Et en l'occurrence, moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je regarde les différents axes du rapport de Golac, donc il y en a un, sur les 6 axes, il y en a un qui s'intitule « Exigence émotionnelle ». Est-ce qu'on peut les reciter? Ouais, donc on peut les reciter. Donc il y a l'intensité du travail, il y a donc les exigences émotionnelles. Alors je le fais de tête, alors tu me corriges oui, il n'y a pas de souci. Si je dis des bêtises. Mais donc l'intensité et la complexité du travail, les exigences émotionnelles, l'autonomie dans le travail, les rapports sociaux au travail,
les conflits de valeurs, et le dernier, si je dis pas de bêtises, c'est l'insécurité au travail. Et notamment, on voit l'émotion de peur qui est très présente, tu vois, le fait d'être précaire en fait et de stresser pour son boulot, ce que j'ai vécu pendant des années en fait en étant chargé de cours et précaire à l'université. Exactement, et qui devient en fait un peu la norme pour la jeunesse de nos sociétés. Bon. Mais du coup, alors, ce qui était un petit peu embêtant dans les RPS, c'est qu'en fait le collège fait aveu en fait de faiblesse, en disant on n'a pas pu aller au niveau individuel quand même, parce que ça devenait trop compliqué. Donc on a essayé de s'intéresser au niveau organisationnel, et effectivement je suis d'accord, je trouve ça tout à fait intéressant, les différents axes quand on les interroge organisationnellement parlant, mais pour moi les émotions au travail, c'est plus que cela. Et en fait, c'est le risque émotionnel, j'essaie de le décliner comme ça à travers au moins 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension structurelle, on pourrait dire. C'est-à-dire que quand on prend les métiers que j'ai pris, en l'occurrence le milieu du funéraire, les pompes funèbres, un service pédiatrique hospitalier, où on va retrouver des situations de fin de vie, mais des situations également de maladies bénignes, des infections urinaires par exemple, donc qui se règlent en 2-3 jours d'hospitalisation. Bon. Et puis le milieu policier avec 2 brigades en particulier, à savoir un quart judiciaire. Alors si tu souhaites, je pourrais peut-être détailler ces différentes brigades, mais un quart judiciaire et une brigade de protection des familles, donc anciennement brigade de protection des mineurs, enfin qui inclut une brigade de protection des mineurs. On se rend compte en effet que quand on regarde ces 3 métiers, les émotions sont très prégnantes. Et il est très compliqué, enfin aucun professionnel ne m'a dit moi mon métier n'éveille aucune émotion, mais je pense qu'aucun métier ne peut pas éveiller d'émotions. Tous les métiers éveillent des émotions, c'est normal. Même le métier le plus aliénant éveille des émotions. Tout type de rapports sociaux éveille de l'émotion. Absolument. Donc l'émotion a cette caractéristique, enfin les émotions ont cette caractéristique-là structurelle, notamment dans ces métiers observés, et on pourrait dire que le risque émotionnel est structurel, il est foncièrement lié à ces métiers. Alors attention, il ne suffit pas de dire que ça. On peut voir qu'il y a une dimension organisationnelle importante, dans le sens où effectivement la manière dont est organisé le travail, et ce que regardent là les risques psychosociaux, là c'est intéressant les risques psychosociaux, comment est organisé le travail, de quel degré d'autonomie par exemple disposent les collectifs ou les travailleurs, quels sont les rapports sociaux possibles, quelle est la charge de travail, bon, etc. Tout cela va jouer sur l'exposition au risque émotionnel. Tout cela peut protéger ou au contraire mettre en danger, exposer les professionnels à ces situations émotionnellement perturbantes du travail. Du coup, est-ce qu'on peut... parce que moi j'aime bien prendre l'image des vases communicants, notamment sur la question des déterminants, des facteurs de risque psychosociaux, c'est que l'exposition au risque émotionnel dans le travail, en l'occurrence sur les cas que tu abordes, sont des gens qui sont confrontés à des situations complexes, génératrices d'émotions. Et du coup, en fonction du cadre organisationnel qu'ils ont, ils vont être amenés à le percevoir différemment. Absolument. D'accord. Absolument. Mais sachant qu'ils ne sont pas non plus déterminés par le cadre organisationnel, puisque comme l'ouvrage, en fait c'est la thèse de l'ouvrage, c'est qu'on voit bien que le collectif de travail, cette entité-là que j'ai essayé de distinguer sur chacun des terrains observés, en fait, va réaliser un travail, quelquefois en opposition, c'est assez souvent finalement, en opposition à l'organisation du travail, pour se réapproprier le travail, et puis pour pouvoir se préserver et se protéger du risque émotionnel. Donc l'organisation du travail est un élément incontournable, cela dit, ce n'est pas non plus déterminant, quoi. Et enfin, juste pour terminer là-dessus, il y a une 3e dimension qui est une dimension purement individuelle, c'est-à-dire que effectivement, nous sommes sociologues, nous nous méfions, sociologues ergonomes, nous nous méfions de la psychologisation des difficultés évidemment, mais on reconnaît aussi quand même la subjectivité de l'individu, et effectivement chaque être est singulier, et en l'occurrence chaque professionnel rencontré réagissait différemment aux émotions et aux situations émotionnellement éprouvantes dans le travail. Je te prends un exemple tout simple, mais dans la police par exemple, dans le quart judiciaire réalise donc ce que l'on appelle des enquêtes d'essai. Tu sais, je te parlais de mon ami des pompes funèbres qui intervient dans un appart pour aller chercher un cadavre, bon. Eh bien, avant tout, c'est la police qui intervient. Et la police fait la constatation, en fait, du décès. Et va mettre en branle, en fait, une enquête d'essai pour savoir si a priori c'est pas criminel, parce que sinon ça part à la brigade criminelle, mais si a priori c'est pas criminel, un suicide, un accident, voilà, il y a donc une enquête voisinage, une enquête au niveau de la famille, etc. Et donc la police est amenée, comme les professionnels du funéraire, des fois à rencontrer des cadavres très très dégradés, où les odeurs sont très fortes, vraiment dégoûtante, littéralement,
Et donc, ils sont confrontés à ça. Autant te dire que la plupart des policiers rencontrés dans cette brigade-là ne veulent pas faire ce boulot-là. Cette tâche-là, vraiment, tous, ils la répugnent. J'imagine. Ils veulent pas. Sauf une brigadière qui, effectivement, elle, en fait, estime ne pas avoir de problème particulier dans l'exposition. Exact. Dans l'exposition, en fait, aux émotions qu'éveille le cadavre. Et de surcroît, en fait, dans le fait d'interroger, d'auditionner les membres de la famille qui, tu t'en doutes, sont souvent dans une tristesse très forte. Oui. Donc voilà, donc on voit qu'en fait il y a des aspects très individuels, très subjectifs du risque émotionnel, et c'est ce qui est intéressant à observer, c'est finalement comment le collectif de travail en fait parvient à exploiter ces compétences individuelles, ces compétences professionnelles qu'ont certains membres du collectif. D'accord, c'est super intéressant. Enfin, plus je t'écoute, plus ça me donne envie d'aller entendre un peu les cas, les exemples, de voir un peu comment tout ça se traduit sur le terrain. Et du coup, tu es allé faire des observations, ta méthodologie de façon très succincte, c'était quoi ? C'était qualitatif, ce qui ne veut pas dire que j'ai laissé les chiffres de côté. Je suis allé puiser dans les statistiques pour pouvoir en fait documenter les métiers, notamment d'un point de vue purement statistique, et démographique pourrait-on dire. Mais sinon, c'était essentiellement qualitatif et il s'agissait de faire des immersions ethnographiques. C'est-à-dire que je passais à minima 3 mois à temps plein auprès de chaque métier, dans chaque milieu professionnel. Donc en tout, j'ai passé entre 9 et 1 an, parce que je compte pas, si tu veux, tout le temps où tu vas, tu viens, bon, enfin bref. Voilà, mais à minima 3 mois dans chaque milieu professionnel. Dans les pompes funèbres, j'ai réalisé de l'observation participante. C'est-à-dire que j'ai été embauché en tant que porteur. Donc dans une équipe composée de 9 individus, 9 hommes, 9 jeunes hommes. C'est un milieu très homogène en fait, mais bon, je vais pas trop rentrer dans les détails peut-être, tu m'as demandé d'être assez parce que du coup, concis, donc du coup voilà, c'est donc un milieu masculin où j'ai passé 3 mois avec eux à aller découvrir des cadavres, les porter, réaliser des obsèques, bon voilà, donc je me suis vraiment exposé, on pourrait dire, au risque émotionnel. À l'hôpital, je ne pouvais pas en fait faire d'observation participante puisque la demande de qualification était bien plus importante, et dans ce service pédiatrique qui est composé, alors attends, là c'est de mémoire à nouveau, de 32 ou 36 professionnels, essentiellement des femmes, plus âgées, le groupe était plus âgé. Là, je pouvais pas aider. Enfin, j'ai aidé, si tu veux, par des menus coups de main, comme tout ethnographe le fait. Tu vois, quand on te dit tiens, tu peux m'aider là-dessus, bon, on aide, mais tout en respectant, le cadre légal, évidemment. Donc j'y ai passé 3 mois à observer, à m'entretenir, et dans la police également 3 mois divisés en 2 temps en fait, un dans le quart judiciaire. Donc le quart judiciaire, pour le dire très rapidement, c'est un service qui traite en direct la petite délinquance en fait, qui traite la délinquance en temps réel, quoi. C'est-à-dire que un mec casse une voiture, il est interpellé par un équipage, on le ramène ou là-bas, on le ramène au commissariat, et c'est le quart judiciaire qui va lui signifier sa mise en garde à vue et faire le lien avec le parquet. Donc il y a ça, et il y a au quart judiciaire également l'enquête d'essai. Et donc il y a une autre brigade que j'ai également observée durant la moitié du temps passé dans la police, c'est une brigade de protection des familles où là on traite beaucoup d'affaires criminelles, d'affaires liées à des viols essentiellement. Et la brigade de protection des familles est divisée en 2. Il y a une brigade donc qui s'occupe essentiellement des violences intrafamiliales, et une brigade qui s'occupe des violences sur tout mineur. En fait. Donc c'est pas nécessairement que dans le cadre familial. Bref, donc des méthodes qualitatives faites donc à partir d'observations et d'entretiens, et en gros j'ai été confronté à une difficulté, c'était de savoir comment on enquête sur l'émotion, sur les émotions. Oui, parce que c'est pas du tout évident. Eh bien, c'est pas évident, et il faut faire, je crois, extrêmement attention à ne pas surinterpréter. Bon, mais ça, on le sait dans la pratique ethnographique de base. Mais alors, quand tu travailles sur les émotions et que tu te dis, mais est-ce que la personne que j'ai observée vivait des émotions? Je te prends un exemple banal, mais quand j'observe par exemple une audition de police, un policier qui auditionne un mis en cause. En l'occurrence, là, je pense à un mis en cause qui se retrouve là en garde à vue pour suspicion en fait de viol ou d'agression sexuelle sur une mineure. Donc lui il travaille dans un lycée, il est pion, et puis il a eu une relation sexuelle avec une mineure de 15 ans. Donc c'est une situation grave qui peut l'amener en prison pour un bon moment. Et donc le policier en fait l'auditionne, c'est la première audition, il lui demande de relater les faits. Et le policier,
est visiblement en colère. Le policier hurle, le policier l'engueule, le policier ne le gronde pas, il engueule, il lui crie dessus, quoi. Il n'y a pas de violence physique, hein, je te rassure. Sur l'expression d'une émotion violente, quoi. Mais elle est patente. La colère, là, domine complètement et il fait. Mais en fait, moi, j'observe ça, mais est-ce que c'est une colère réelle ou est-ce que c'est une colère simulée ? Ah oui. Et oui. Et donc, du coup, j'observe la colère, j'observe le jeu qu'il joue, et puis ensuite, le mis en cause qui pleure, hein, je veux dire, la colère fait vraiment son effet, hein, l'autre, il est plus bas que terre, hein. Il retourne donc dans sa cellule, et puis je discute donc avec ce fonctionnaire de police, qui me dit non, mais moi j'ai pas de colère vis-à-vis de lui. Si tu veux, je suis dégoûté par ce qu'il a fait, s'il a réellement fait. Mais je veux dire, je travaille à charge et à décharge, mais j'étais obligé quand même de lui mettre la pression. C'est le jeu policier un peu classique, hein, le méchant flic. J'étais obligé de lui mettre la pression et de jouer avec mes émotions. En somme, les émotions sont une vraie compétence professionnelle pour pouvoir en fait l'amener à éventuellement passer aux aveux. Donc, et ça, si je ne l'avais pas interrogé après l'avoir observé, moi j'aurais cru. C'est mort, tu restes dans l'interprétation, tu as ta propre interprétation subjective, mais tu rentres pas dans une analyse d'activité à proprement dit de la situation. Absolument. Et je peux te garantir que la violence que vivait le mis en cause, je la ressentais également. Moi-même, j'étais mal à l'aise. Quand tu entends une personne qui hurle sur une autre, c'est difficile de rester stoïque, tu vois. Donc, c'est. Voilà, donc après, en fait, en gros, je procédais comme ça souvent. J'observais. Bon, ils savaient pourquoi j'étais là, hein. J'ai jamais travaillé incognito. J'ai toujours travaillé à découvert en leur expliquant. Et en règle générale, quand je leur disais que je travaillais sur les émotions, les professionnels étaient très contents pour deux choses. Parce que d'une part, ils étaient contents qu'on les écoute. Parce que beaucoup de professionnels estiment qu'ils ne sont pas entendus, en fait, et écoutés, ni par leur hiérarchie, ni par les politiques qui les gouvernent. Et d'autre part, en fait, parce qu'ils me disaient, ah ben attends, tu travailles sur les émotions, avec nous, tu vas t'amuser, des émotions, on en a plein. Évidemment, des émotions, il y en a partout. Là, en l'occurrence, il y en avait énormément dans ces trois milieux professionnels, mais c'était très, très différent. C'était des émotions très différentes. Donc d'abord, ils savent qui je suis. Ensuite, j'observe. Mais ce que je fais, c'est que, en règle générale, je mène des entretiens avec eux et j'essaie de mener des entretiens immédiatement après l'observation d'une situation intéressante. J'observe une situation qui, me semble être très chargée émotionnellement, comme la situation là que je viens de raconter du mis en cause auditionné et qui se fait engueuler. Et donc j'échange ensuite avec le policier pour savoir. Et là, lui, il va me permettre en fait de me donner sa lecture en fait, hein, et son jeu éventuellement émotionnel. On le sait bien, c'est ce qu'on appelle le travail émotionnel en fait. J'aimerais bien revenir sur un point. Donc, tu travaillais pas à couvert, tu as eu un bon retour des personnes que tu as suivies sur cette question de l'expression, de la recherche autour de l'émotion. La question que je me pose, c'est vis-à-vis de leur encadrement ou de leur hiérarchie. Comment ça a été perçu ? Parce que, d'expérience, nous, dans le conseil, on est systématiquement confronté à des directions qui vont vraiment de façon très, très retenue sur cette question du RPS ou autre, parce qu'on dit, ça y est, on va ouvrir la boîte de Pandore, et donc, non, on préférait éviter. Et donc là, du coup, toi, tu me dis que tu es allé sur la question de l'émotion, c'est-à-dire qu'il va vraiment, ça va plus loin, finalement, dans le rapport à l'homme et sa relation au travail, sur cette question d'émotion. Quelle approche en fait tu as eu vis-à-vis de cet encadrement ? Est-ce que tu as eu des difficultés ou finalement ça s'est passé super bien ? Mais en fait ça s'est bien passé, je dirais globalement. Après, les trois encadrements, les trois directions observées sont très différentes. Le milieu funéraire, c'était une entreprise. Ils m'ont dit, tu sais, nous, ton sujet de recherche, on s'en moque un peu, mais si tu travailles gratuitement, parce que je pouvais pas être payé, en fait, parce que j'étais payé par l'État avec ma bourse de recherche, donc ils m'ont dit, écoute, c'est parfait, on t'ouvre les portes de l'entreprise. Voilà. À l'hôpital, l'hôpital est une institution qui est très habituée aux recherches et qui, je pense, est très ouverte sur les questions même des RPS, donc il n'y a pas eu de soucis majeurs. Dans la police, ils étaient intéressés par cette question-là, mais c'est vrai que la question, je l'ai pas forcément introduite via les RPS, comme tu le dis, en fait, je suis en effet passé par les émotions. Et les émotions, les policiers qui sont même le commissaire, si tu veux, n'a pas forcément été sur le terrain, mais il a été quand même confronté aux émotions, en tout cas de ses subordonnés ou de ses collègues. Et donc du coup là-dessus, il me disait ça peut être intéressant, mais on veut vraiment avoir un retour en fait, on veut avoir un rapport. Donc il y avait c'était pas une commande, hein, il me passait pas une commande, mais il y avait quand même ce côté un petit peu intervention sociale. On veut avoir vraiment un retour en fait sur ce que vous allez observer. Et c'est intéressant la question que tu poses parce que elle est intéressante dans le sens où c'est pas dans le bouquin que je le montre, c'est dans un autre article qui est apparu en fait après le bouquin, qui a été écrit en tout cas après le bouquin,
où je m'interroge justement en fait sur le retour vraiment de la hiérarchie, enfin comment la hiérarchie peut faire avec ce risque émotionnel finalement, et en reprenant mes données ethnographiques, finalement je m'aperçois bien qu'en fait pour la hiérarchie le risque émotionnel il n'est pas problématique. Il n'est pas problématique parce que il y a un discours convenu, simple, mais qui n'est pas que partagé par la hiérarchie, qui est également partagé par les professionnels eux-mêmes, voire les syndicats, quand ils y sont, c'est que si l'individu n'est pas fait émotionnellement pour le travail auquel eh bien, il devrait changer de métier et se reconvertir et partir. Alors ça, moi je trouve ça hyper intéressant, mais du coup on dérive un peu, peut-être qu'on conclura aussi là-dessus tout à l'heure, sur cette notion d'appréhension de l'émotion, qui est quelque chose qui est presque tabou dans l'entreprise, et finalement ce que tu viens de dire cautionne cette idée que si émotionnellement tu n'es pas taillé pour ce job, finalement tu changes. Et encore, on n'interroge pas l'organisation du travail pour dire quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour que les gens puissent gérer ce rapport aux émotions. Absolument. Et ça, à mon avis, c'est un sujet de fond. Mais du coup, pour revenir sur les cas, quand je reprends ton titre, la régulation sociale du risque émotionnel au travail, du coup, comment finalement cette notion de risque émotionnel émerge sur tes différents cas. Donc on le voit bien, c'est quand même en partie lié au contexte, aux confrontations des personnels. Mais du coup, comment se construisent ces régulations autour de cette question du risque social sur les différents cas? Alors, si tu le permets, je souhaiterais définir d'abord effectivement le risque émotionnel tel que je le développe dans le bouquin, parce qu'on ne l'a pas finalement fait là, et je pense qu'il faut le faire en fait immédiatement. Et en fait, le risque émotionnel, c'est quoi? Alors déjà, moi, quand je vais sur le terrain, les professionnels n'emploient pas forcément le terme de risque émotionnel tel quel. C'est un concept, c'est développé analytiquement en fait pour les besoins de la recherche. Cela dit, je l'ai entendu sur le terrain, risque émotionnel. Notamment dans l'aide à domicile, mais ça c'est un autre terrain. Ce qui se passe en fait, c'est que quand je vais sur le terrain et que je dis que je travaille sur les émotions, j'ai juste besoin de dire ça pour que les professionnels me disent « Ah ouais, alors les émotions au travail, je peux t'en parler. » Et c'est en règle générale les émotions négatives qui sont amenées. C'est d'abord le fait d'être confronté à des cadavres dégoûtants, confronté à de la tristesse, à la peur de l'agressivité de l'usager, etc. Donc c'est essentiellement les émotions négatives liées avec les usagers qui sont abordées. Cela dit, viennent les émotions liées à l'organisation du travail, à la hiérarchie, viennent les émotions en fait également positives au bout d'un moment. Mais d'abord, c'est immédiatement les émotions négatives qui sont abordées. Moi, quand je travaille sur le risque émotionnel, qu'est-ce qui m'intéresse? En fait, le risque émotionnel, donc comme je le disais, il est structurel, il est également organisationnel, et puis il est non seulement individuel, mais en plus, il est profondément situationnel, c'est-à-dire qu'il dépend en effet de la situation de travail. Le risque émotionnel a, on peut dire, au moins deux conséquences. La première conséquence, c'est d'affecter le bien-être du professionnel. Quand le professionnel il rentre chez lui et que par exemple cet agent mortuaire qui fait des cauchemars récurrents de pendus durant le début de sa carrière et qui me dit moi je dors mal parce que je dormais mal à cause des réquisitions que j'avais faites de pendus et je voyais des pendus qui me poursuivaient. Bon, donc là si tu veux ça affecte vraiment son bien-être. Mais moi en tant que sociologue je suis pas certain d'être habilité pour pouvoir l'étudier. Je pense que c'est peut-être plus psychologique. La question sociale peut être posée de comment cela est régulé socialement et que propose l'organisation. Mais je vais plutôt laisser de côté ça. Ce qui m'a intéressé en fait c'est l'effet du risque émotionnel sur le travail. Et ce que j'ai trouvé intéressant c'était de montrer que finalement l'émotion en fait est effectivement une composante essentielle de ces métiers-là. Dans la relation de service avec l'usager, les professionnels ne peuvent pas se passer du paramètre émotionnel. Rappelons-nous du policier que j'évoquais au début avec mon ami. C'est son outil. C'est ça. Et que nous avons eu le sentiment qu'il avait négligé ce paramètre, alors que peut-être lui, il était dans un travail émotionnel qu'il estimait très très bon, tu vois. Bon, ça difficile de juger a posteriori, mais en tout cas, le paramètre émotionnel est fondamental dans ces métiers. Mais alors, soit il peut être un levier au bon déroulement du travail, c'est-à-dire qu'il va permettre de développer la parole quand on est en audition, de satisfaire en fait les usagers quand tu es en prestation d'obsèques, ou d'aider par exemple, de rassurer des parents stressés quand tu réalises un soin à leur enfant dans le service pédiatrique. Donc soit les émotions peuvent être un levier au bon déroulement du travail, soit à l'inverse, elles peuvent être un frein, voire un obstacle. Quand le professionnel par exemple a le sentiment de ne pas pouvoir en fait rentrer dans la communication avec les usagers parce qu'il ne sait pas quoi leur dire.
Quand quelqu'un vient de perdre un proche et qui te demande « mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je peux faire ?» et qu'il t'interpelle en tant qu'humain, tu vois, il t'interpelle émotionnellement, c'est hyper compliqué, enfin c'est ce que disent les professionnels. On n'est pas formé pour ça, on ne sait pas, personne ne nous dit. La formation, c'est toujours une situation idéalisée, mais quand les choses se passent mal, on ne sait pas. Et tu dois te débrouiller. Tu te débrouilles notamment avec des collègues quand il existe un collectif de travail. Donc du coup, en fait, le risque émotionnel, moi je l'avais surtout observé comme cela, c'est-à-dire quand l'émotion vient perturber en fait la réalisation du travail. Et je ne voudrais pas introduire trop de complexité dans la chose, mais la réalisation du travail, je l'ai observée de deux manières encore différentes. C'est-à-dire, soit on peut dire que objectivement il y a eu un raté dans le travail, c'est-à-dire si tous les juges du travail, que ce soit les pairs, l'usager, la hiérarchie et le professionnel lui-même estiment que la situation de travail là, ne s'est pas bien passée, l'interaction ne s'est pas bien passée, il y a eu un vrai raté, objectivement on peut dire que les choses n'ont pas marché et qu'il y a eu un risque émotionnel. Mais le risque émotionnel est, comme je le disais, très subjectif. Et le professionnel peut avoir le sentiment, lui seul, de ne pas avoir été bon dans son travail d'un point de vue émotionnel, dans la relation avec l'usager, alors que l'usager, pour lui, il ne l'a peut-être même pas perçu, il a peut-être dit, mais il était très bien, ce professionnel, les collègues et pareillement, ainsi que la hiérarchie. Tu vois, donc... on est sur une approche très subjective et complexe, en fait. Pas que, c'est-à-dire que c'est subjectif, mais ce n'est pas que subjectif. J'essaie quand même de regarder en fait les jugements, alors c'est des subjectivités diverses, mais c'est ces subjectivités diverses qui font une objectivité finalement. J'essaie de regarder en fait les différents jugements qui peuvent être portés là-dessus, et il me semble que l'on peut dire que le risque émotionnel objectif existe. C'est rigolo parce que je t'entends parler et je fais le point par rapport à mon activité, dans le sens où nous on va aller chercher les déterminants du travail. Que ce soit les outils, l'organisation, le ressenti ou autre, mais finalement, quand je t'écoute, je me dis, le risque, l'appréhension de l'émotion doit être intégrée comme un déterminant du travail. Et c'est ça qui va faire que finalement, on va pouvoir avoir une approche beaucoup plus globale finalement sur de l'intervention. Je suis entièrement d'accord avec toi et je te remercie parce que tu me permets de rebondir justement sur les régulations. C'est-à-dire que effectivement, l'objet du livre, c'est pas simplement non plus de poser le risque émotionnel comme concept analytique, c'est de dire, une fois qu'on a élaboré cet outil-là, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne en fait qu'on observe que des collectifs de travail permettent de réguler ce collectif. À un certain prix, il y a une certaine violence derrière cette régulation, une certaine normalisation imposée aux membres du groupe, mais le collectif de travail régule le risque émotionnel. Et comment est-ce qu'il régule les émotions dans le travail? J'ai proposé en fait de montrer que, en me basant sur de la littérature existante, c'est-à-dire voilà, je me suis basé sur des recherches qui avaient eu lieu avant celle-ci. En fait, on sait bien que les professionnels ont tendance socialement à catégoriser leur public, catégoriser leurs usagers. Tu vois, et cette catégorisation, elle est plurielle, c'est-à-dire qu'elle peut être socio-économique, il y a les pauvres, il y a les classes moyennes, il y a les riches, bon. Elle peut être culturelle ou cultuelle, c'est-à-dire par exemple les musulmans, mettons, dans la police, les musulmans, les usagers musulmans, dès lors qu'on suppose qu'ils sont rattachés à cette communauté religieuse ou qu'on le sait, ça va rentrer en ligne de compte, si tu veux, dans le jugement qu'ils vont porter sur les individus. Bon, alors la définition cultuelle, donc, ou culturelle, par exemple, les gens du voyage, là en l'occurrence dans le sud de la France, les gitans, c'était vraiment une population très particulière dans les 3 milieux observés. On ne travaille pas avec des gens du voyage comme on travaille avec d'autres usagers selon les professionnels rencontrés. Bon, donc si tu veux, tu as une catégorisation sociale du public. Cette catégorisation sociale du public, en fait, est liée, entraîne, on pourrait dire, une typification du travail. C'est-à-dire que comme on a défini des usagers suivant une catégorie, on va travailler avec eux d'une certaine manière. Et travailler avec eux d'une certaine manière, c'est très complexe, je veux dire, ça implique beaucoup de choses et je ne vais pas tout traiter là, mais en tout cas, d'un point de vue émotionnel, ça demande un travail émotionnel particulier. Ça demande des scripts émotionnels particuliers, tu vois. Donc en fait, c'est quoi? C'est la construction sociale de la réalité, c'est la théorie de Peter Berger et Thomas Luckmann qui, dans les années 60, nous explique que la réalité est effectivement socialement construite comme ça. Moi, je fais que reprendre cela. Les professionnels construisent socialement leur réalité. Et pourquoi, en fait, ils construisent socialement leur réalité, et notamment leur réalité émotionnelle, pour pouvoir la contrôler. Parce que, en faisant cela, ils routinisent le travail. Ils routinisent leur activité. Et en routinisant leur activité, ils la réduisent nécessairement. C'est-à-dire qu'ils imposent un travail de force sur cette réalité,
Ce travail ne permet pas toujours de contenir la réalité. Quelquefois, la réalité leur explose au visage et ils sont confrontés au risque émotionnel. Il faut élaborer de nouvelles règles. Mais c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre. En fait, cette routinisation passe par un travail d'élaboration de règles socialement acceptées, socialement discutées, socialement acceptées assez souvent et qui permet ainsi de développer des routines de travail. Est-ce qu'il s'agit d'un travail, on va dire, organisé ou un travail qui se fait de façon intuitive avec le temps et qui deviennent des règles sociales d'action ou de comportement? Parce que là, ça devient intéressant puisque on rentre dans l'approche intervention dans une entreprise où on se dit, ben voilà, aujourd'hui vous êtes confronté à du risque, à des exigences émotionnelles. Comment vous devez l'aborder? Quels sont les éléments à mettre en œuvre pour pouvoir le réguler? On sait qu'il y a une régulation, on va dire, intuitive dans les échanges qu'on peut avoir avec le temps qui doit se mettre en place. Mais est-ce que concrètement, il y a des clés aujourd'hui d'intervention pour amener les entreprises à animer finalement cette question de l'exigence émocionnelle? Ouais, tu poses plusieurs questions là. Ouais, je sais, en même temps, c'est hyper intéressant et le livre rappelle rappelle ça, quoi, en fait. Écoute, moi j'aurais tendance en fait à rebondir sur ce que tu dis quand tu me demandes si le travail est organisé ou intuitif. Je pense que les deux en fait ne sont pas dissociés. C'est-à-dire que l'intérêt d'un collectif de travail, c'est en fait un collectif de travail tel qu'il est défini dans l'ouvrage, parce qu'on peut le définir différemment aussi. Mais le collectif de travail en fait s'oppose, comme le dit des auteurs comme Sandrine Caroli par exemple, à l'équipe. L'équipe, c'est l'équipe prescrite, si tu veux. C'est ce qu'il y a sur l'organigramme, et l'équipe, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Bon, tu es censé travailler avec cette personne parce que c'est ton collègue. Le collectif de travail, c'est différent. Le collectif de travail, c'est des personnes avec qui tu travailles parce que tu partages des règles socialement acceptées. Des règles, en fait, où tu t'engages à respecter cette règle, jusqu'à ce que tu la renégocies, évidemment, mais tu travailles selon des normes, selon des valeurs, selon des règles communes avec tes collègues, et dès lors, tu fais collectif de travail. Donc, en ça, le collectif de travail est foncièrement organisé. Oui. Comme il est organisé, il peut avoir ce travail un peu intuitif, pourrait-on dire, qui ne nécessite pas de se mettre autour de la table pour parler, parce qu'en fait la discussion se fait sur le moment, durant l'activité, parce qu'on a des clés d'échange, parce qu'on a des routines d'échange, et que, comme il me le disait dans le funéraire et dans les autres métiers, en fait les choses se font automatiquement. On n'a pas besoin de parler pour savoir quoi faire, et pour s'ajuster, quelquefois il va falloir discuter, il va y avoir de la dispute dans le collectif de travail. La dispute est nécessaire, le conflit est nécessaire à la négociation. À l'inverse, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver à des situations de déni de l'émotion? Absolument. Et le déni peut être organisé également. C'est-à-dire que quand je te parle de routinisation de l'activité, c'est absolument pas dire ces collectifs de travail vivent dans un monde de bisounours où tout va bien et tout marche bien. Non, il y a un profond déni de certaines émotions, il y a une réelle violence qui s'exerce sur la personne qui voudra aller sur des chemins de traverse et qui ne respectera pas finalement les règles sociales, la grammaire affective du collectif de travail. Voilà. Donc ça c'était la première chose. Je pense qu'effectivement le travail de négociation, d'organisation, de régulation qui se fait en fait dans le collectif de travail est de fait organisé, mais peut prendre des formes en fait très spontanées, tu vois, et très très rapides et claires quoi finalement. Et ta deuxième question, c'était comment l'entreprise, donc là on y inclut finalement tous les prescripteurs du travail, comment l'entreprise, l'organisation peut utiliser cela. Moi, à mon sens, il faut qu'elle reconnaisse cette réalité des collectifs de travail. C'est-à-dire que on souffre d'un mal, je crois, qui a été montré depuis un certain temps, c'est en fait l'individualisation du travail, la tentative d'individualiser au maximum le travail pour justement en fait ne pas se retrouver face à un groupe, mais face à un individu, puisque c'est beaucoup plus facile de négocier vis-à-vis d'un individu que d'un groupe. Donc du coup, cette individualisation du travail, forcément, ne permet pas de reconnaître les collectifs de travail. Alors les collectifs de travail se retrouvent souvent dans l'opposition vis-à-vis de cette logique gestionnaire-là. Cela dit, c'est pas le cas partout non plus. Il y a des entreprises qui voient que le collectif de travail fonctionne bien, que quelquefois ils ne respectent pas toujours les règles qu'ils devraient faire, qu'ils devraient suivre, mais que tant que la productivité est là, on les laisse tranquilles. Moi, à mon sens, si tu veux, une manière pour un gestionnaire de pas reprendre la main, parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire que c'est des collectifs de travail hors de contrôle, mais de manager, c'est-à-dire d'apporter un développement de compétences, apporter un développement individuel, collectif, ainsi de suite. Pour le faire, je pense que la première chose à faire, c'est reconnaître l'existence de ce collectif de travail, et c'est s'intéresser à ce qui se fait dans le collectif de travail. Mais
quitte à entrer réellement dans la régulation, c'est-à-dire de dire, bon ben là, vous êtes sur une manière de procéder qui clairement contrevient à la loi, par exemple. Donc Oui, là, on par s'expose exemple. à de réels problèmes. Ça marche, mais on s'expose à de réels problèmes. Et je ne peux pas le tolérer, ça. Il faut qu'on trouve d'autres solutions. Tu vois ? Par exemple, je ne dis pas que tout ce qui est élaboré informellement, entre guillemets, est hors la loi. Mais en tout cas, c'est quelquefois le cas. Oui, ou de faire évoluer les organisations. Moi, je sais que j'essaye d'aborder cette question de l'émotion comme déterminant de l'activité de travail à proprement dit. Et autant ça peut faire peur à certaines directions sur un moment, mais autant ça débloque beaucoup de clés d'action, notamment au niveau du manager. Parce qu'à partir du moment où on reconnaît l'enjeu émotionnel, Absolument. et qu'on est en capacité d'aller l'aborder, ça ouvre plein d'opportunités. Finalement. Absolument, absolument. Et finalement, c'est ça, c'est-à-dire que si reconnaître l'existence d'un collectif de travail, c'est important, je pense que tu as entièrement raison. Reconnaître l'existence d'une communauté émotionnelle et d'émotions dans le travail, c'est d'autant plus fondamental. C'est-à-dire que tu as introduit la notion de déni. Je ne suis pas certain que j'emploie le terme de déni, moi, dans l'ouvrage tel quel, mais je suis d'accord avec toi. Il y a, sinon un déni, en tout cas un silence. Un silence organisationnel sur les émotions. Et ça, c'est légitimé souvent par la culture professionnelle. C'est-à-dire que dans le milieu funéraire et le milieu policier sont assez comparables là-dessus. Ce sont deux milieux professionnels qui sont basés sur une culture à l'idéologie virile. Ce sont, si tu veux, des métiers, en fait, ils te diraient, ces professionnels-là, que ce sont des métiers d'hommes. Et que ces métiers-là, quand on est un homme, on ne peut pas exprimer ses émotions comme on veut. On ne va pas se mettre à pleurer pendant les obsèques parce que ce serait malvenu et que ça discréditerait la culture du collectif, donc l'image sociale. Ça amène quoi, ça ? Ça amène le fait que, en fait, les professionnels, c'est Dixit, un professionnel me dit cela, il me dit, mais moi, je ne me vois pas aller parler de mes émotions et de mes sentiments à mes patrons. Je ne les considère pas comme des psys. Je m'adresse à eux de manière professionnelle. Eh oui. Sauf que la question de l'émotion fait partie de son métier. Mais absolument. Elle englobe complètement sa professionnalité. Et le souci de ça, c'est quoi ? L'effet pervers derrière, c'est quoi ? C'est qu'en fait, dès lors que l'émotion est tue, finalement, comment on traite des conditions de travail au sens large ? Comment on dit « mon travail me fait souffrir »,« mon travail est pénible », même si on sort du cadre du pur risque émotionnel, si tu veux, et de l'interaction avec un usager en souffrance éprouvée. Non, rien que le fait de dire « mais je souffre dans mon travail, mais je ne peux pas le dire à mes patrons, à mes employeurs, parce que sinon je serai disqualifié parce que je suis sur un registre émotionnel », c'est très, très, très problématique. Oui, puis ça apporte des éléments ça amplifie cette question de la souffrance, et c'est comme une cocotte minute qui ne peut pas avoir de moyens de libérer sa tension. Donc c'est super intéressant, et je te remercie pour cet échange, parce que ça donne vraiment envie d'aller fouiller un peu les différents concepts que tu portes dans ton livre. Et une question me vient maintenant, là, pour conclure, tu vas sur Lyon. Est-ce que tu vas continuer à poursuivre tes recherches autour de la question de l'émotion ? Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu es en train de mener sur, je sais pas, peut-être l'apparition d'une deuxième édition d'un autre livre ou d'autres articles ? Oui, écoute, l'actualité là, c'est effectivement aller sur Lyon. Alors Lyon m'a recruté, donc le centre Max Weber et Lyon 2 m'ont recruté sur un poste de sociologie du travail des organisations, donc c'est ma formation, sociologie clinique. Donc c'est extrêmement lié en fait à mes travaux sur le risque émotionnel et les émotions au travail, et sur une sociologie de l'intervention. Et sociologie de l'intervention, là, c'est lié en fait au postdoc que j'ai fait l'année qui vient, l'année écoulée, à l'INRS, donc l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des risques professionnels, qui, je ne sais pas si on s'arrête 2-3 minutes sur la structure ou pas, ou si tu penses que les auditeurs connaîtront en fait l'INRS, ou qu'ils iront voir sur Internet. Oui, je pense que l'INRS, c'est relativement connu, oui, surtout dans le milieu des intervenants, c'est sûr. Oui. Mais... Et en fait, là, donc j'avais été embauché sur un projet qui traitait en fait des cultures organisationnelles de prévention. Donc c'était comparatif, c'était dans le milieu industriel et dans le milieu de l'aide à domicile, un milieu hautement sinistré. Moi j'ai travaillé sur le milieu de l'aide à domicile. Donc j'ai réalisé une immersion, un peu comme j'ai fait là pour les 3 autres métiers du bouquin. Et alors il ne s'agissait pas de se centrer sur les émotions,
C'était plutôt sur en fait la sinistralité du travail, le risque professionnel, qu'est-ce que c'est, bon, etc. Mais la dimension émotionnelle a ressurgi. On n'a pas pu l'éviter, donc on y allait dedans. Et effectivement, c'est hyper intéressant. On continue à travailler ensemble, surtout en lien avec la crise sanitaire. En fait, les aides à domicile font partie des grandes oubliées finalement de cette crise. On en a assez peu parlé, il me semble. Malheureusement, mais bon, et donc du coup je vais continuer à travailler sur la question des émotions, évidemment. Je vais continuer à travailler sur la question du travail, des risques professionnels, là en l'occurrence dans le milieu de l'aide à domicile. Je suis aussi sur une bourse de recherche en fait dans les soins palliatifs, où je vais mener une étude comparative sur soins palliatifs pédiatriques et soins palliatifs pour adultes, et voir la question du risque émotionnel en fait et des régulations émotionnelles dans un milieu comme les soins palliatifs, où tu imagines que la question émotionnelle est hautement pensée. Ben oui. Donc voilà, il y a ce terrain de recherche là. Et puis sinon, juste, je voudrais signaler un numéro de revue là que je coordonne avec une collègue, Amandine Rochdy, du CERTOP, qui traite en fait, donc c'est un numéro qui devrait paraître cet automne dans la revue Recherche qualitative, qui s'intitule en tout cas Enquêter sur les affects, quels enjeux, quelles méthodes. Et donc c'est une revue qui aura une dizaine de contributions, enfin c'est un numéro qui aura une dizaine de contributions qui seront pluridisciplinaires, il y aura sciences de l'éducation, sociaux, anthropo, psycho, bon, et qui essaie de voir en fait comment on peut concrètement ethnographier les affects. Bon, très bien. Ben, écoute, Thomas, je te remercie pour cet entretien. Et bonne continuation. Et en tout cas, ça m'a donné beaucoup d'intérêt, la lecture de ton livre. Et je conseille vraiment d'aller sur le site des éditions Octares pour pouvoir l'acquérir. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. Pour accéder au livre de notre émission, c'est sur le site des éditions Octares, www.octares.com. Et si vous voulez plus d'informations nous concernant, notre courriel contact@entropie.net. N'hésitez pas à liker et ou vous abonner à notre chaîne. Merci à vous, à très bientôt.